Et en fait, bon, c'est pas grave, je me suis dit, bah, je vais trouver une autre solution. J'ai vu Valérie, je lui ai présenté le projet, et puis là, après, on est venu te voir. Parce que du coup, on savait pas comment le monter juridiquement. Et c'est là où tu nous as dit, bah, faites une SEP, tu peux faire une levée de fonds obligataire, tu peux faire une reconnaissance de dette, ou tu peux faire une SEP. Tu nous as présenté les trois options. Puis on a regardé avec Valérie, on a discuté, puis on a dit, bon, écoute, la SEP, c'est pas mal, quoi. Puis il dit, ouais, l'avocat m'a dit ça. Et puis ça dit, non, mais attends, l'avocat, il est pas entrepreneur. Hein. Si l'avocat, il était entrepreneur, il serait à la place, il ferait le marchand. Salut Romain. Salut Benjamin. Tu vas bien? Romain, membre du cercle. Pour ceux qui nous regardent, bienvenue sur les MDB Talk, discussion entre marchands de biens. Exactement, merci à toi de m'accueillir. Eh ben, c'est avec grand plaisir. L'idée de la discussion d'aujourd'hui, c'est de retracer un peu ton parcours, de voir un peu ce qui t'a amené à te lancer en tant que marchand de biens et à poursuivre ta carrière professionnelle. On parlera un peu de ce que tu faisais avant, etc. Dans cette discussion, peut-être si tu veux te présenter un peu d'où tu viens, où avec tu plaisir. opères, et puis on détaillera un peu tes opérations et ce que tu fais derrière. Pas de problème. Eh ben écoute, Romain, 43 ans, j'opère sur le secteur de la baie de Somme, la côte Picarde plus précisément. Un secteur que je connais bien parce qu'en fait, c'était ma résidence secondaire. Quand j'étais parisien, je me suis acheté une petite maison là-bas avec ma femme. C'était un peu pour quitter Paris, pour pouvoir profiter des beaux jours, les week-ends et profiter avec les enfants qui arrivaient. Et puis, par la force des choses, de par mon ancien métier, j'ai eu envie de me lancer dans l'immobilier parce que j'avais commencé à investir, plutôt en locatif. Et puis, j'ai quand même rapidement compris que pour envoyer du lourd en locatif et pouvoir en vivre, fallait quand même pouvoir vraiment emprunter au max et avoir beaucoup, beaucoup de cash flow. Et comme j'avais quand même un métier qui me payait plutôt bien, je me suis dit ça va être compliqué quand même de remplacer son salaire par des loyers, même si certains formateurs et youtubeurs peuvent te le faire penser. Et du coup, je me suis intéressé au métier de marchand. Et en m'intéressant au métier de marchand, naturellement, je suis allé sur les réseaux, j'ai regardé, j'ai lu, je suis allé sur Google, tout ça. Je suis tombé sur des gens qui étaient influents sur ce métier-là, notamment Sébastien, qui lançait en fait le cercle MDB. Ok, très clair. Voilà. Et donc tu t'es lancé, c'était quand? Eh ben en fait, je me suis pas lancé tout de suite. Ah oui. Parce que, en fait, moi, alors, c'est un peu compliqué, mais j'ai eu 3 vies professionnelles. Enfin, j'entame ma 3e vie professionnelle depuis maintenant 3 ans, puisque je suis marchand depuis 3 ans. J'ai travaillé auparavant pendant 10 ans dans le conseil en recrutement à Paris. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, parce que mon métier faisait que je avais des revenus qui te permettaient de pouvoir investir? J'avais des primes assez régulièrement parce que j'ai un métier qui était quand même un métier commercial et j'avais des objectifs à remplir que je remplissais généralement plutôt bien. Et donc tous les trimestres, je touchais une jolie prime que j'ai pu du coup placer de côté. Et quand tout le moment est venu, je me suis mis à investir dans l'immobilier. Et puis bon, quand je me suis dit que le métier de recruteur était sympa, j'aimais bien, mais il y avait quand même il y avait la vie parisienne. Ça faisait un moment que j'étais à Paris, je commençais à avoir des enfants. Avec ma femme, on voulait un petit peu plus grand, on voulait profiter d'espace, on voulait aussi offrir un cadre de vie à nos enfants, tel qu'une maison, un jardin. Pour ma femme, c'était pas envisageable d'aller en banlieue. Okay. C'était Paris ou rien. Paris ou que dalle. Voilà. La province complète, quoi. Voilà. Donc on a quand même fait une concession, on est parti vivre à Pantin en première couronne. On avait acheté dans le neuf en VFA 2 appartements, notre RP et puis un investissement locatif. Et puis en fait, il y a eu le Covid. Covid est arrivé, donc forcément on bossait à la maison. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on avait acheté un appart avec une grande terrasse, loggia terrasse de 27 mètres carrés. Donc ça va, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous n'étiez pas les plus mal lotis, on va dire. Non, exactement. Donc j'ai pu travailler de ma terrasse pour le compte de mon ancien employeur. Et puis à ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je voulais dans ma vie, où est-ce que j'en étais. Et je pensais je sentais que j'arrivais à un tournant. J'aimais bien ce que je faisais. Ça se passait très bien d'ailleurs avec mes anciens patrons que j'apprécie toujours beaucoup et avec qui on échange de temps en temps. Mais je me disais, j'ai pas envie de leur ressembler. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Je comprends. C'est que j'avais un modèle de vie qui me poussait à vouloir faire autre chose, avoir un peu plus de temps pour moi et aussi profiter un peu plus des grands espaces. J'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi dans l'Oise, à Compiègne, donc plutôt forêt, vélo. Je faisais du VTT quand j'étais petit, j'étais souvent dehors et tout. Et c'est vrai d'avoir grandi comme ça dehors avec mes parents, mes frères et sœurs dans le jardin et tout, c'était un truc que je voulais offrir à mes enfants. Bref.
Donc, tout ça pour dire que j'étais pas prêt au début. J'avais discuté une première fois avec Arnaud Duvivier, en fait. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, salut Arnaud. Qui m'avait parlé du cercle. Et en fait, à l'époque, j'étais pas prêt. Je prenais des renseignements, mais j'étais pas prêt. Et je m'étais dit, bah, peut-être plus tard. Et en fait, quand le Covid est arrivé, j'ai dit à ma femme, il faudrait peut-être qu'on songe à faire quelque chose, peut-être à partir. Et puis, bah, finalement, de fil en aiguille, je dirais que ça a réfléchi plus voilà, vite. la réflexion a avancé. C'est passé à l'action. Et on est passé à l'action. Et en fait, on avait déjà le lieu, puisqu'en fait, on avait déjà notre maison. Ah oui, d'accord, ok. Donc, en fait, c'était pas très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un nouvel emprunt à faire, on n'avait pas... donc, vous avez basculé sur la résidence secondaire. On a basculé sur la résidence secondaire, exactement. Et puis, en fait, ma femme, qui travaille dans le libéral, qui était kiné, d'ailleurs, tu connais bien ce métier. Je connais un petit peu ce métier. Qui est toujours kiné, a vendu son cabinet. Et puis, on a ouvert un cabinet là où on s'est installé aujourd'hui sur la côte Picarde. Mais c'était aussi un hasard parce que c'était pas, on n'avait pas un plan déterminé à l'avance, quoi. Et puis, bah, moi, je me suis rentré dans le cercle à ce moment-là. Et en fait, il se trouve en plus que quand j'avais discuté avec Sébastien, il m'a dit, bah écoute, moi j'ai une maison aussi de vacances à côté de là où tu vas habiter. Ouais. Et on s'était jamais rencontrés. Et en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés physiquement avec Sébastien, il m'a invité à déjeuner chez lui, à Quimplage-des-Pins, voilà, pour citer la ville. Et je l'ai rencontré, et le feeling est bien passé. Et c'est comme ça que ça passe. Ouais. Et puis après, j'ai compris que bon, lui, il avait déjà un gros parcours entrepreneurial, dans l'immobilier aussi, et qu'il y avait plein de choses à faire avec le cercle. Mais j'étais un bébé, j'avais pas fait d'opération, j'avais fait du locatif avant, mais c'était tout, quoi. Mais j'avais compris quand même, je pense dès le départ, que c'était le métier qui permettait d'allier des stratégies d'investissement avec des sommes d'argent plus conséquentes, on va dire, que dans le locatif. Parce que le locatif, tu fais du cash flow ou t'en fais pas, mais tu as une plus-value à la sortie. Ça veut dire que tu décales dans le temps. C'est différé. Voilà, c'est différé. Et du coup, pour en vivre, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà. Et puis, j'ai quand même eu aussi la chance, je le précise, parce que c'est pas évident quand tu te lances. Moi, à l'époque, j'ai encore bénéficié d'un régime, je sais pas s'il existe toujours, du dispositif Macron, d'émission création d'entreprise. Il y a toujours des systèmes qui existent pour se lancer, pour avoir en fait une compensation des revenus. Voilà. Ben, moi, ça m'a quand même bien aidé, parce que j'ai été accompagné par Pôle emploi, enfin France Travail, pendant 24 mois. Alors, ça doit être un peu moins long. Maintenant, c'est 18 mois. Hein, ouais, maintenant, c'est 18 mois. Et comme en plus, j'avais quand même des revenus qui étaient calculés sur ce que je gagnais au global. Et dans mes anciens salaires, bah, j'avais quand même mes primes que j'avais en tant que chasseur de tête. Du coup, ça m'a donné quand même... Alors, on ne gagne pas la même chose, bien sûr, mais ça m'a quand même donné quelque chose de... Ah, t'avais de quoi pouvoir lancer ton activité, voilà. Être un peu plus serein. C'est pas parti avec zéro, quoi. Exactement. C'était ça. C'était de me dire, je peux commencer à prospecter, à apprendre le métier sans être aux abois, quoi. Sans me dire, il faut que je rentre une opération absolument tout de suite. Parce que c'est le risque aussi. Hein. C'est que des fois, dans ce métier, il faut avoir du stock, il faut rentrer des OP. Et des fois, il ne faut pas rentrer une OP pour rentrer une OP. Je veux dire qu'il faut quand même que ça reste des opportunités. Et donc là, ça m'a permis quand même de pouvoir me lancer sereinement. Et d'ailleurs, je suis arrivé en septembre chez moi, là où on s'est installé. Enfin, en août exactement. Et en fait, j'ai trouvé ma première OP en janvier. Donc, tu vois, il m'a fallu 4 mois pour trouver une première opportunité. C'était en 2021 2022. 2022. Ouais, 2022. Okay. Je suis 2022 et première OP sous 4 mois. Ouais, exactement. C'est-à-dire que offre d'achat contre-signée en janvier. J'ai réitéré entre l'achat et la revente. Ça a quand même dû prendre 8 mois, je pense, entre les deux promesses et puis les reventes successives, enfin, et la revente. Mais c'était cool. C'était une première EP en plus en off-market que j'avais eu avec une agence. J'étais venu les voir. Ils m'avaient fait visiter un truc qui n'était pas très intéressant. Et ils venaient de rentrer un autre bien qui n'avait pas encore mis sur le marché, qui venait juste de rentrer, qui était un peu, je pense, sous-estimé de leur part parce que monsieur qui vivait dedans avec son chien n'était pas très précautionneux. C'était pas très sexy comme bien quand tu l'as vu comme ça. Non, c'était pas sexy du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la visite, je me suis dit, oh, j'étais pas du tout enthousiasmé. Et je me souviens... Comme les agents IMO, quoi, à mon avis, qui ont estimé. Ouais. Et non, puis même moi, sur le coup, j'ai pas vraiment vu le potentiel du bien. Tu vois, je me suis dit, bon, ça m'a paru quand même un petit peu compliqué. Je suis parti, à l'époque, ma deuxième fille était encore en crèche. Je suis parti la récupérer à la crèche. Et sur le trajet, j'ai réfléchi à la visite. Et surtout, j'ai réfléchi aux chiffres. Et là, je me suis dit, bah attends, quand même, il faut que tu poses tes chiffres en rentrant à la maison et que tu fasses tes calculs, quoi. Je suis allé chercher ma fille, je suis rentré. Et là, j'ai posé les chiffres. Et là, j'ai dit, non, mais là, en fait, tu as été un peu aveuglé par ce que tu as vu pendant la visite, mais reconsidère les mètres carrés, reconsidère l'emplacement et le prix du marché, le prix du mètre carré. Et là, je savais qu'il y avait une affaire. Et donc, j'y suis allé.
Ouais, donc du coup, le feeling il était pas très bon, mais le rationnel il était là en fait. Exactement. Et c'est là aussi où en fait le cercle m'a aidé parce qu'en fait, si j'avais pas eu les outils, si tu veux, tableau d'analyse décisionnelle, si j'avais pas aussi scanné un peu ma ville pour comprendre les prix au mètre carré, savoir ce qui pouvait se vendre, etc., je serais peut-être sorti du truc en disant non, mais en fait, je vois pas le potentiel. En plus, tu vois, au rez-de-chaussée, c'était bas de plafond. C'était compliqué, quoi. Et en fait, sauf que le prix d'achat était très, très bon. Très, très, très bon. Et je savais que en travaillant le produit correctement, je pourrais faire une plus-value. Et voilà. Parce que donc c'est dans la ville où t'étais, dans ton secteur, parce que du coup tu cherchais, tu prospectais dans ton nouveau secteur. Je prospectais dans ma ville. Dans ta ville même. Exactement, dans ma ville même. Et parce que je me suis dit que c'est le plus simple. Alors moi, je suis dans une ville balnéaire. J'habite vraiment dans une station balnéaire. Alors, qui vit. T'es en vacances toute l'année, quoi. Alors on peut dire ça. On peut dire ça. Sauf qu'en fait, c'est très estival, parce que les gens, il y a beaucoup de monde de mai à septembre. Et puis après, du coup, il y a un peu de contre-coup parce que c'est beaucoup plus calme. Ce qui fait qu'on est quand même sur un marché où plus de 80%, je crois que c'est 88% exactement, des biens dans ma ville sont des résidences secondaires. D'accord. Donc, c'est très important. Ce qui fait qu'on est quand même avec une catégorie de clients, donc d'acquéreurs, c'est de l'achat plaisir. Donc, c'est des gens qui ont une résidence principale à côté. Donc, c'est aussi des gens qui ont des moyens. Parce que qui dit résidence secondaire dit qu'il y a une résidence principale, en général. Et ça, c'était aussi un critère intéressant pour moi quand je me suis installé, parce qu'au début, je me suis dit, c'est une petite ville, on va pas se mentir, il y a 1500 habitants dans ma ville, il peut y en avoir 50 000 l'été avec les campings et les résidences une fois qu'elles sont remplies. Mais bon, l'hiver, c'est plutôt calme, voilà. Mais en fait, je me suis dit, le prix au mètre carré va quand même être une variable d'ajustement pour vérifier si ton marché est plutôt bon. Et quelle est ta cible ? Et puis en fait, quand tu vois que les prix sont à plus de 3000, alors que le prix moyen en France, il est plutôt à 2000, 2005, je pense. Tout secteur confondu. Hein. Tu as une catégorie, en tout cas, de la population qui est plutôt assez aisée. Voilà. Tu es plutôt sur le panier haut. Voilà, sachant qu'on n'est pas non plus dans des... Oui, c'est pas les villes les plus prestigieuses. Non, on n'est pas à Cannes, on n'est pas à Nice, on n'est pas à Saint-Tropez, au Touquet. Voilà, exactement. On est dans des endroits plus, on va dire, plus abordables en termes de prix. Mais quand même déjà avec un niveau de prix au mètre carré qui est intéressant. Et donc ça, je me suis dit, c'est plutôt bien parce que du coup, tu auras certainement souvent face à toi des gens qui sont solides financièrement, peut-être de l'achat comptant, peut-être des gros apports. Et en fait, ça se vérifie aujourd'hui, quasiment tout le temps, j'ai des gros apports. Mais des gros apports. Moi, j'ai jamais fait des apports comme ça. J'ai des apports à 80 000, à 100 000. D'accord. J'ai des gens qui achètent comptant. J'ai aussi des gens qui achètent à crédit, mais j'ai rarement moins de 30 ou 40 000 euros d'apport sur chaque OP. Okay. Donc, je me suis dit, ouais, ok, c'est quand même plutôt pas mal. Le contre-coup, par contre, de ça, c'est que quand le marché se tend, l'achat plaisir, tu le mets de côté, quoi. Ok. Ça a été compliqué alors en 2023 un peu ou 2024 On a senti un peu le vent tourner. T'as senti que ça se... Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit les prix vont baisser. La guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux, les prix vont baisser. Et puis, du coup, t'as pas de boule de cristal, donc tu sais pas, tu regardes le marché, tu vois comment ça évolue. Et tu te rends compte qu'en fait, les prix baissent pas vraiment. Ils s'ajustent un petit peu, ils se corrigent. Allez, de l'ordre de entre 2 et 5% peut-être. Mais ils baissent pas vraiment. Et surtout, c'est qu'il y a moins de transactions. C'est ça. Les prix ne baissent pas parce qu'en fait, les gens vendent plus spécialement. Les gens vendent pas ou ils restent accrochés à leur prix. Ils restent être tenus avec leur prix, ouais. Surtout que nous, on est quand même sur une génération de boomers qui tiennent les biens, en fait, chez nous, qui ont... c'est ça, ouais, c'est tout ça. Ouais, ils ont tout. Tant mieux pour eux. Ils ont plus de dettes. Ça va bien, ils sont tranquilles. Alors pourtant, le truc, ils l'ont pas entretenu pendant des années. Tu vois, il est pourri, mais il a toujours gardé son prix. Mais il a pris de la valeur. Voilà, non, attendez, on est dans telle ville, ça vaut tant. Ouais, vous avez vu, j'ai plus de 100 mètres carrés. Ouais, justement, mais alors à rénover, ça fait encore plus de travaux. Du coup... chez moi, si tu veux, des fois, t'as une maison... Tu vois, j'en ai parlé avec un agent immo hier, on se disait, mais en fait, c'est dingue. T'as beau avoir une maison pourrie, elle est pourrie. Hein. Si elle fait 100 mètres carrés, l'agent, il va pas la faire à moins de 300 000. Ah non, 100 mètres carrés, c'est au moins 300 000. Tu vois, mais attends, il y a au moins 200 000 balles de travaux. Et ça vaut pas 500 000 finis. Et jamais. Ouais, c'est ça. Ou alors, si vraiment, peut-être si t'as l'environnement, l'emplacement, exactement, si t'as tout ce qu'il faut, mais sinon, non. Et en fait, et les gens restant accrochés à leur prix. Les vendeurs ont ça en tête. Ouais. Et comme en fait, on est avec des gens qui ont des biens, qui sont des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'argent, on va dire les choses vraiment, et du coup, ils se permettent de différer la vente ou de pas vendre. Ouais, ok. Et du coup, on se retrouve effectivement avec plus de biens sur le marché, moins d'acquéreurs, mais pas forcément de vraies corrections de prix ou de vraies baisses de prix. D'accord.
Bon, tout ça fait qu'en fait, je trouve que le marché, pour moi, est pas mal. Mais par contre, on a des saisonnalités. C'est-à-dire que là, en fait, on commence à rentrer dans la belle saison. Donc là, ça va commencer. Il y a du monde qui commence à arriver, qui peut s'acheter sa résidence secondaire, qui commence à regarder et tout. Pour info, on tourne en mars. Voilà. Donc, en mars, à partir de mars, les vacanciers commencent à arriver un petit peu les week-ends. Après les vacances de février, les gens commencent à revenir dans les agences IMO, commencent à rappeler les agents. C'est la même clientèle qui entre en ce moment au ski, c'est ça? Enfin, qui était aux vacances de Noël et de février au ski. Ouais, ça peut être la même. Alors, je pense qu'encore le marché du ski est très différent. Faudrait interviewer des marchands qui sont spécialistes du marché du ski, tiens. Ouais. Je sais pas si on en a dans le cercle. On le fera sur des marchands qui sont à la Patrick, Patrick, il a fait beaucoup d'OP sur le secteur de la Haute-Savoie. Et puis, on a des gros marchands dans la Haute-Savoie, mais je pense qu'ils font pas que des stations de ski, mais je pense que c'est encore plus complexe que les stations je pense qu'il y a une vraie saisonnalité aussi, à mon avis, et un truc particulier sur ces... Exactement. Et puis, il y a aussi le domaine skiable qui fait qui cote ton immobilier ou pas. Bon. Et donc là, effectivement, chez nous, là, ça commence à devenir la période. Ouais. En fait, donc de mars jusqu'à septembre. Ouais, c'est la belle période. Donc la plupart des ventes se font à ce moment-là. Okay. Parce que les gens viennent, ils ont peut-être une location. Les gens viennent en week-end, ils passent un week-end, ils vont à l'hôtel, un Airbnb. Et puis surtout, en fait, c'est bête, mais c'est beaucoup lié à la météo. C'est-à-dire que les gens, ils viennent de passer l'hiver. Bon, là, on a eu un hiver quand même particulièrement maussade, un peu partout. Les premiers ronds de soleil arrivent, là, tu vois, mois de mars. Ils disent, putain, j'aimerais bien me faire un petit week-end à la mer, tu vois, pour me détendre après le boulot. Après, quand t'es dans une métropole, t'as besoin un peu d'air frais, de campagne ou de mer, ou bref. Et du coup, ils viennent et ils se disent, quand même, c'est sympa. Pourquoi on s'achèterait pas un truc ici? C'est qu'à 2 heures de Paris. Et puis regarde les prix, c'est quand même 2 fois moins cher, 3 fois moins cher qu'à Paris. 3 fois moins cher qu'à Paris. Voilà, 3 fois moins cher qu'à Paris. Donc en fait, quand t'es un couple de jeunes cadres parisiens, je comprends bien. Le foyer gagne, ils peuvent gagner facilement, rapidement, tu peux gagner entre 70 et 80 000 euros par an par foyer. Bah, c'est un niveau de vie qui te permet d'acheter une petite maison en bord de mer, tu vois. Alors, encore une fois, c'est pas en première ligne, c'est pas la plus belle maison de la ville, mais tu peux avoir un truc sympa avec un petit jardin. Tu viens avec tes enfants le week-end. Ça te fait ta petite résidence secondaire. Tu peux la louer quand tu y es pas. Tu fais de la location. Ou peut-être même pour certains, c'est vraiment leur pied-à-terre du week-end et ils sont locataires de la résidence principale parce que les prix sont tellement élevés en région parisienne. Ouais. Moi, j'ai commencé comme ça. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé comme ça. En fait, ma mère me disait, mais pourquoi t'investis pas dans l'immobilier? Pourquoi t'investis pas dans l'immobilier? Et en fait, pendant longtemps... Faut toujours écouter sa mère. Pendant longtemps, moi, je me suis mis tard. Hein. Tu vois, j'ai 43 ans, j'ai commencé à investir il y a 10 ans. Donc, j'avais 33. Et je considère que je m'y suis mis très très tard. Rétrospectivement, je me dis putain, mais en fait, j'étais con. J'aurais dû m'y mettre, mais vraiment à 20 ans, tu vois. Enfin, dès mon premier CDI. Tout est bien payé. Ouais, j'aurais dû m'y mettre avec mon premier CDI en me disant, bah vas-y, achète-toi un truc. Sauf qu'à Paris, ça coûtait hyper cher. Ouais, je comprends. À l'époque où j'ai commencé à bosser, je pense qu'un studio, ça valait 300 000 euros. Enfin, un studio, 30 mètres carrés. Bon, 30 mètres carrés à 10 000. Bon, peut-être pas 300 000, mais on va dire au moins 250 000. 250, ouais, au moins 250 000 balles. Et tu vois, c'est le prix que j'ai payé de ma maison, moi. Moi, ma maison, il y a 10 ans, je l'ai payé 250 000. Ouais. Donc, j'avais dit à ma femme, tu te rends compte, c'est le prix d'un studio. On a 100 mètres carrés, enfin 120 mètres carrés, un garage, un jardin et tout. Mais voilà, t'es dans un bled, quoi. Mais finalement, du coup, en fait, toi, persona acquéreur, en fait, tes acquéreurs, c'est un peu toi, non? Exactement. Et en fait... Du coup, tu les connais bien? Bah, en fait, tu peux leur raconter l'histoire en leur disant... et puis surtout, en fait, ça me donne aussi une légitimité quand je veux argumenter mon prix. Ok. Là, en ce moment, j'ai une vente. Je vends une maison à moins de 200 000. Une maison à moins de 200 000 dans ma ville, ça n'existe pas. Ou alors, quand ça existe, c'est une anomalie de marché. Donc, soit je l'ai eu en premier, parce que j'étais bon, soit il y a un gros problème sur la maison, soit t'es dans soit t'es dans 2 autres catégories, c'est-à-dire, soit c'est une maison en copro, parce que chez nous, il y a beaucoup de petits lotissements de vacances qui se sont créés dans les années 80. Elles sont copro de sol ou elles sont mitoyennes, c'est ça? Elles sont mitoyennes, exactement. C'est des copros de sol, t'as des espaces verts communs, des places de parking, etc. Et donc, du coup, c'est des maisons qui font entre 40 et 50 mètres carrés, qui s'échangent entre 175 et 200 000 euros à peu près, qui ont été construites dans les années 80, qui sont correctes mais sans plus, qui sont sur 2 niveaux, donc c'est-à-dire qu'au sol, tu n'as quand même pas une énorme surface, et tu as vraiment un jardinet en mitoyenneté avec ton voisin. Ok. Sinon, tu as des maisons dans des complexes type Pierre et Vacances, parce que chez nous, on a un gros Pierre et Vacances avec un golf, etc., où tu as des maisons que tu peux acheter, mais qui ont été vendues en type de programme LMNP, Sancy Bouvard, etc., il y a 20 ans. Et donc, ils les revendent là, maintenant. Ils les revendent là. Alors, tu as des charges un peu élevées, peut-être? Tu as des charges élevées. Alors,
certains n'ont plus de bail. Ah oui, d'accord, c'est fini, il n'y a plus Donc, d'exploitation commerciale, non, tu fais un peu comme tu tu fais veux. comme tu veux. Ok. Par contre, t'es mitoyen des deux côtés. Alors, tu donnes sur le petit étang, le petit lac et tout, mais t'es pas chez toi. Ouais, On va pas se mentir. C'est pas la maison individuelle, Non. le rêve du français. Voilà. Donc là, en ce moment, donc, j'ai cette maison. Et puis, j'ai pas mal de gens qui m'appellent et tout, et qui me disent, ah ouais, non. Je leur dis, mais attention, il y a quand même un petit peu de travaux. Hein. Ah bon, ok, alors il y a quoi comme travaux? Je leur dis, bah, rien de gros, pas de grosses œuvres, toiture, charpente en bon état, menuiserie, ok, c'est plutôt de l'aménagement intérieur. Et les gens me disent, ah ok, mais bon, du coup, ça fait quand même un investissement à... Je leur dis, ouais, tout compris, ça va faire plutôt du 230, 240, frais de notaire, etc. Mais ça reste un bon investissement, quoi. Ah oui, mais du coup, c'est plus une si bonne affaire que ça. Alors, j'ai envie de dire, c'est moi qui l'ai fait la bonne affaire, parce que c'est moi qui l'ai acheté la maison. Ouais. Sauf que, en réalité, je vous vends un produit qui est conforme au marché. Parce que si vous trouvez mieux, allez-y. Moi, je leur dis franchement, mais si vous trouvez mieux et moins cher, mais foncez. Et je serai heureux pour vous. Il n'y a pas. Mais, alors peut-être qu'il pourrait y avoir en off, avec un cousin, un copain, etc. Mais en réalité, non. Et c'est quand tu connais bien tes prix de marché, que tu sais que ton produit, il est conforme au marché, que tu peux argumenter ton prix. Et parce qu'après, tous les prix se valent. Mais je veux dire, c'est toujours dicté par un marché. On va pas se mentir. Être marchand de biens, c'est vendre des mètres carrés. Et vendre des mètres carrés, c'est un prix. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, moi qui ai été derrière, de l'autre côté de la barrière il y a 10 ans, je comprends. J'ai acheté aussi. Alors, forcément, les prix en plus ont pris. Mais bon, je dirais un peu comme partout, et surtout en secteur balnéaire. Et surtout depuis l'effet Covid. Et puis bon, et après, il y a d'autres considérations. Moi, il n'y a plus de foncier dans ma ville parce qu'il y a un plan de prévention des risques, ce qui fait qu'il n'y a plus de terrain, en fait. Donc, le peu de foncier disponible, il est déjà bâti existant. Voilà, il est bâti existant. Et les quelques maisons qui existent, du coup, quand elles sont à la vente, il y a quand même toujours beaucoup d'intérêt. Voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir aussi une histoire à raconter quand tu as des acquéreurs. T'as le storytelling qui vient pour la vente. Ouais. Okay. Et c'est marrant, c'est que dans mon ancien métier, j'avais aussi le storytelling parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc moi j'ai une formation, j'ai un master de droit que j'ai eu à l'université de Lille 2. J'ai commencé ma carrière à Paris dans une boîte de l'immobilier, d'ailleurs, une très grosse boîte qui s'appelle Unibail Rodamco Westfield. Ah bah oui. Gros bailleur, gros propriétaire foncier, exploitant exactement. De centres commerciaux notamment. Dans le CAC 40 d'ailleurs, donc grosse boîte, très grosse boîte. Et en fait, j'y comprenais pas grand-chose au début, honnêtement. Il y avait des asset managers, il y avait des directeurs d'opération, il y avait des responsables techniques et tout. Et puis, bon, petit à petit, je me suis un peu affiné avec le produit immobilier, mais ça restait quand même très abstrait pour moi parce que c'était quand même des centres commerciaux, des gros trucs, le Forum des Halles, les 4 temps, tout ça. Mais en fait, j'étais juriste. Parce que bon, j'ai un master de droit, donc je suis arrivé comme juriste d'entreprise. Parce que du coup, c'est vrai, je t'ai pas demandé, mais t'as dit, j'ai eu 3 vies professionnelles. Oui. Donc, la vie de marchand, la vie d'avant où t'étais chasseur de tête, et puis celle-là, c'est encore celle d'avant. C'est celle d'avant, c'est ma première vie. C'est la vie de juriste. Et donc, j'ai fait 5 ans chez Unibail Rodamco. Et puis, je me suis vite rendu compte quand même que le métier de juriste, c'était un métier intéressant, mais très intellectuel, très sédentaire. Et surtout, c'est pas toi qui récoltais les lauriers. C'est-à-dire que tu te tapais des contrats, tu te tapais des négos, tu te tapais toute la paperasse, le code civil, la relation avec l'avocat, le truc. Et puis, au moment de la signature, c'est les commerciaux qui partaient, pavaner, au centre commercial, faire les inaugurations, prendre les primes. Là, tu dis, mais attends, c'est moi qui ai fait tout le taf. Enfin, c'est moi qui leur ai structuré tous leurs trucs et tout. C'est quoi ce délire, quoi? Ça fallait pas. Donc, il y avait 2 choix. C'était soit tu te dis, ok, je vais en cabinet. Parce que du coup, en cabinet, tu deviens commercial. Ouais, en fait, je comprends. voilà. En fait, tu gères de A à Z ta relation après avec ton client. Ouais. Et puis, tu factures des honoraires qui sont quand même plus élevés. Mais ça voulait dire passer le CAPA ou faire l'équivalence, etc. Et puis, j'avais pas envie de repartir quand même encore dans d'autres études ou d'attendre l'équivalence parce qu'il fallait un certain nombre d'années pour pouvoir l'obtenir. Ou l'autre idée, c'est de partir sur un autre métier complètement différent, plutôt commercial du coup, parce que moi j'avais cette appétence quand même relationnelle, c'est ce qui me plaisait en fait initialement. Et puis en fait, un peu par hasard, je suis tombé sur une annonce de recruteur, consultant en recrutement en fait, pour un cabinet qui voulait se spécialiser sur les métiers juridiques. Et donc j'ai postulé. Donc tu avais cette expérience, toi, d'être juriste, tu connaissais leur pain, un peu leurs difficultés aux juristes. Exactement. Et tu recrutais des gens comme ça et t'arrivais à leur vendre en fait et voilà. Bien. Et en fait, quand j'ai fait mon premier entretien avec les patrons du cabinet de recrutement,
Je leur ai dit, bah, moi, en fait, le profil que vous allez vouloir recruter, c'est moi. Donc, je sais de quoi on parle. Alors, après, il y a des spécificités dans chaque juriste. Ah, il y a pas mal beaucoup de sous-catégories ou de spécialités. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de spécialités qui Et fait toi, qu'en c'était fait... l'immobilier déjà Et alors, c'était pas vraiment ça. En fait, j'étais juriste chez Unibail Rodamco, mais j'étais pas un pur spécialiste de l'immobilier. J'étais plutôt un juriste contrat. Ah, ok. Et je m'occupais de plein de sujets, le droit des marques, les contrats. Un peu plus généraliste, ouais. Ouais, j'étais plutôt généraliste. Et en fait, mais j'ai bien aimé ce qu'on faisait parce que on faisait Unibail avait déjà, d'ailleurs, ils étaient très forts et je pense qu'ils ont toujours été avant-gardistes dans leur façon de gérer leurs centres commerciaux. Ils faisaient ce qu'on appelle du specialty leasing. Donc ils avaient les enseignes, hein, donc ils négociaient des baux de 12 ans ferme, indexés, machin, enfin tout ce qu'il faut pour voilà. Verrouiller ceinture bretelle, ouais. Exactement. Voilà. Mais forcément, ils avaient les meilleurs emplacements, donc ils pouvaient se permettre avec les plus belles enseignes de la place. Et à côté, en fait, ils faisaient vivre le centre commercial en dehors des enseignes, en dehors de l'hyper. Parce que généralement, tu as l'hyper qui est copropriétaire de son donc Carrefour. Et qui amène la grosse traction dans le centre commercial et tous les magasins qui se greffent autour. Quoi. Voilà, t'as le mail, en fait, le mall, hein, comme ils l'appellent, avec toutes les coques, les boutiques. Et puis, en fait, au milieu, il y a les allées communes. Oui, okay. Et dans les allées communes, Unibail avait eu l'intelligence d'aller négocier avec les copropriétaires la mise à disposition de ces parties communes pour les exploiter commercialement. Et en fait, ils organisaient là-dessus des comptoirs de vente, des roadshows, des corner shops, des petits corner shops, des petits trucs, des kakémonos, avec et qui revendaient pour refaire, ils valorisaient encore mieux. En fait, ils négociaient, mais c'était fort. Ils négociaient une redevance garantie avec la copro. En disant, je vous verse de 200 000 par an. Sauf que eux, ils faisaient 2 millions. Tu vois? Ouais. Et ils faisaient du business. Ils valorisaient à fond. Et en fait, donc je me suis pas mal occupé de ça chez Unibail, plus du droit des marques et tout. Donc j'étais plutôt généraliste. J'étais pas un pur spécialiste de l'immobilier. Il y avait vraiment des juristes qui faisaient que les baux commerciaux, qui étaient dans des négos très difficiles. Et d'ailleurs, je les plaignais un peu parce que je me disais, putain, ils s'arrachent les cheveux, ils repartaient à minuit des fois. Ouais, on a fait une négo avec McDo. Alors toi, c'était 23h, c'était mieux. Ouais, c'est ça. Non, c'était plutôt 21h. Ouais, on bossait quand même. Bon job un peu intense à Paris, quoi. Et après, quand je suis arrivé du coup dans mon cabinet de recrutement, j'ai compris que c'était moi qui allais développer mon chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, bon, bah, tu dois trouver des clients. T'avais comme une business unit à développer, enfin, faire des clients, ça. Voilà, tu plaçais. Naturellement, ils m'ont dit, bah, comme tu viens de l'immobilier, c'est cool que tu développes l'immobilier. Donc, je me suis mis à travailler avec des promoteurs, avec des bailleurs, avec des foncières, etc. Et j'ai beaucoup recruté pour des acteurs de ce secteur et j'ai beaucoup aimé le faire d'ailleurs. Parce que forcément, venant un peu du même milieu, j'aimais bien ça. Et puis tout ça, en fait, a continué à affiner mon intérêt pour l'immobilier. Et puis quand j'ai commencé à gagner un peu des primes, je me suis dit, bon, peut-être temps que je m'y intéresse. Donc j'ai acheté ma maison, ma résidence secondaire, puis après j'ai fait du locatif, etc. quoi. Ok, très clair. Eh ben, on a retissé un peu tout le fil de cette histoire. C'est cool. Mais c'est marrant de voir comment tu t'es mis à chaque fois à la place de ton persona. Et t'étais le persona auquel tu Alors là, du coup, je me dis, ça va être quoi le futur persona, mon quatrième métier? Non, peut-être pas pour l'instant. Peut-être pas, non. Mais là, en fait, c'est marrant parce que du coup, après l'immobilier, là, je m'intéresse beaucoup à la structuration de société. C'est le sujet qui m'intéresse en ce moment. Ok. Pour la tienne? Ouais, pour la mienne. En fait, là, les sujets... Je vois un peu ce qui m'intéresse maintenant. Donc, forcément, il y a l'immobilier, il y a le marchand, parce que c'est des opérations très concrètes. Je comprends. Mais maintenant, ce qui me pousse un peu à la réflexion plus loin, c'est le corporate, la structuration des sociétés, la transmission du patrimoine, le patrimoine du dirigeant, tous ces sujets-là un peu annexes qui sont plutôt entrepreneuriaux en fait. Ouais, exactement. Plus que technique marchand bien. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, tu peux le faire même si t'es pas marchand, tu peux le faire avec tes entrepreneurs en fait. N'importe quelle boîte a besoin de ça à un moment donné. Ok, cool. Et donc, je pense que je vais pas devenir avocat corporate ou spécialiste du M&A. C'est pas mon sujet. Mais par contre, c'est des sujets qui m'intéressent aujourd'hui et je pense que pour toi déjà et ensuite peut-être à développer. Ouais, pour moi. Pour mon métier de marchand, pour voir comment je peux le structurer avec mes associés, avec moi, ma femme, mes enfants. Et puis peut-être plus tard, si je veux monter d'autres business, d'avoir un œil aguerri sur la structuration des sociétés, l'optimisation un peu financière, fiscale, etc. quoi. On va en parler après. Parce que avant d'arriver à cette étape-là de penser corporate, etc., tu as dû te lancer. Tu m'as parlé de quelques-unes de tes opérations. Ouais. Toi, tes opérations typiques, c'est quoi? Alors, je suis resté très focus sur mon secteur.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu tu connais parfaitement ciblé. ton acquéreur, ton profil acquéreur futur, ton client, tu connais bien ton marché parce que toi t'habites dans le coin, tu connais tout le monde. Donc là-bas. j'ai pas fait d'opération à 100 km de chez moi ou à 500, même si peut-être que j'en ferai. T'es pas fermé à... Non, je suis pas fermé, et je pense qu'il faut avoir un associé local quand même qui maîtrise l'opérationnel et le marché local. Ouais. Mais pour l'instant, j'en ai pas fait. Typiquement, mes OP, moi, tu vois, j'ai fait une dizaine d'opérations, on va dire, en cours et clôturées. Donc, ça fait 3 ans, 10 opérations. Ça fait 3 à 4 par an. Voilà, exactement. Ok. Sachant que l'objectif, c'est quand même d'en faire un peu plus... parce que je me suis associé là depuis 1 an de façon plus pérenne avec un autre membre du cercle. Et donc, l'objectif, c'est quand même qu'on en fasse plus tous les deux. Ok. Mais donc, effectivement, je suis plutôt sur ce rythme-là. Et alors, j'ai pas fait d'opération avec travaux pour l'instant. Jamais de travaux? Alors, j'ai fait des travaux qui sont nécessaires pour la mise en copropriété et la division d'ensemble immobilier. Donc j'imagine, tu mets des compteurs électriques quand il en faut plus, tu fais de l'assainissement, tu fais de la viabilisation, etc. D'ailleurs, on a filmé des opérations sur cette chaîne et on a des opérations. Ouais, exactement. On a filmé une opération de division avec 2 maisons. Tout à fait, je m'en rappelle très bien. Et qu'on a, donc là, effectivement, on avait viabilisé. Il y avait une maison en première ligne, une maison en seconde ligne. Exactement. Il fallait viabiliser la maison en seconde ligne qui était connectée à la première, en fait. Exactement, tout était. Il y avait qu'un seul assainissement, il y avait qu'un seul compteur d'eau, il y avait qu'un seul compteur Enedis. Donc c'était une bonne opération. D'ailleurs, c'était assez formatrice pour moi, pour apprendre un peu tous ces sujets techniques. Il y avait des sujets techniques par rapport à ça, mais aussi de division. Comment diviser au mieux, de façon optimisée avec le géomètre, etc. Je me rappelle. Tous ces sujets-là. Donc ça m'a bien plu. Donc, et en fait, j'ai bien aimé cette opération. Et donc j'ai fait des opérations de division, principalement division de bâti, division foncière aussi. J'en ai fait une. Je me suis pas trop attardé sur les divisions foncières parce que j'ai considéré rapidement que le secteur de la construction était très compliqué depuis 3-4 ans. C'est un timing qui est pas terrible. Puis tu me disais il y avait un PPRI, etc. chez toi, donc il y a peut-être un sujet là-dessus. Alors moi j'avais eu un problème sur l'étude de sol, la G1, la G2. J'avais un sol qui était quand même argilo-calcaire avec un retrait gonflement, avec un risque moyen, qui m'avait quand même pas mal bloqué pour ma deuxième vente. J'avais divisé un grand terrain en 2. J'ai revendu rapidement le premier. Le deuxième, je l'ai porté 13 mois. Bon, c'est quand même une opération. J'ai gagné de l'argent, mais rétrospectivement, j'ai passé quand même pas mal de temps et j'ai pas gagné beaucoup. Okay. Et j'ai trouvé que c'était quand même pas mal source de questionnement pour les acquéreurs. Et en fait, vendre un terrain, c'est quand même plus compliqué, je trouve, que de vendre un bâti existant. Ouais. Okay. Oui, parce que bon, il faut quand même des gens qui ont un projet. Et aujourd'hui, tout le monde a pas la capacité financière de porter un projet d'autoconstruction. Ouais. Ça coûte cher, les terrains sont pas donnés, la construction coûte cher, il y a beaucoup de questions qui se posent, donc sur le bâti c'est plus simple. J'ai pas fait de travaux volontairement jusqu'à présent parce qu'à chaque fois que j'avais analysé des opérations de rénovation, j'avais plus de marge. C'est-à-dire que, ou alors je devais casser le prix, et en fait je pense que c'est un peu un travers de mon marché aussi, c'est que l'emplacement fait que les gens ne décodent pas suffisamment leurs biens compte tenu de l'état existant. Okay. Et en fait, quand tu remets bout à bout la rénovation, le portage, les frais financiers, la revente, en fait, tu es au prix de la revente. C'est-à-dire que tu fais une opération pour être à 0. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt. Et je peux pas surperformer un marché. Je veux dire, ça c'est quand même un truc qu'on apprend vite en faisant de l'immobilier. Tu ne surperformes pas un marché immobilier. Ce n'est pas possible. À moins d'avoir un produit exceptionnel, totalement atypique, unique en son genre, ça peut être le cas, où tu vas vendre 1000, 2000 euros plus cher que le prix mètre carré de ton secteur, mais sinon, c'est quand même compliqué. Et même une très très belle rénovation, si une jolie maison sur ton secteur, elle vaut 450-500, tu la vendras pas 600. Ok. Ouais, donc même la belle rénovation, coup de cœur, le projet super bien, il comblera pas le delta de coûts de travaux que tu as. Bah non, parce qu'en fait, je vais rester à un moment donné, c'est que si je fais ça, mon acquéreur va me dire, ok, mais en fait, ce que vous me proposez, c'est le prix d'une maison dans une autre ville balnéaire qui est plus cotée que la vôtre. Donc moi, à ce prix-là, je vais aller là-bas. Si je viens chez vous, c'est parce que j'aime cette ville. Globalement, et je paye moins cher. Voilà, globalement, je sais que les prix s'étalonnent plutôt entre temps et temps. Ok. Et que si tu me proposes un prix d'une station balnéaire qui est plus cotée, je vais aller dans la station balnéaire plus cotée. Et sinon, il aurait l'impression de le surpayer. Bien sûr. Il y a une histoire de réputation des villes, en fait. Bien sûr. Avec des prix dans la ville, ouais, d'accord, je comprends. Moi, dans ma ville, j'ai quand même un golf, un casino, j'ai pas mal de services, mais j'ai pas d'hôtel 4 étoiles, j'ai pas d'hôtel de luxe.
J'ai pas de plage privée. Tu vois, il y a plein de choses qui font que il y a une clientèle à un moment donné, elle veut aussi le lieu et le produit qui correspond au lieu. Si tu vends un produit qui correspond pas au lieu, c'est compliqué. Tu serais décorrélé de ton marché. Voilà. Et donc souvent, quand j'ai analysé des produits à rénover, je me suis retrouvé dans ce cas de figure. Donc je me suis dit, bon, la rénovation, ça va être plutôt des exceptions dans ton marché. D'accord. Mais je suis pas fermé à en faire. Après, il faut trouver des artisans qui font les travaux à bon prix. Ok. Et là aussi... Tu te fais assassiner par chez toi? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que comme on était dans un marché de résidence secondaire, qu'il n'y avait pas beaucoup d'artisans, je vois. Les artisans... Se ils font sont plaisir. Pas donnés du tout, mais pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bah, au moins, si tu les sélectionnes que pour faire des tableaux électriques, des nouveaux compteurs, des travaux de plomberie, d'électricité ou des faibles travaux de terrassement, et que tu rénoves pas complètement le bien, tu vas pouvoir limiter tes coûts de travaux. Ils vont t'assassiner, mais sur un petit montant. Non, mais voilà, du coup, ça va rester plutôt cohérent, quoi. Ça va Ok. rester plutôt cohérent. Ouais, donc tu fais pas de rénovation de seconde œuvre dans tes biens pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai pas fait. Des divisions, du coup. Des divisions. Division de bâti, mise en copropriété, des terrains, des divisions de terrains. Ouais. Là, je vais clôturer une opération qu'on doit filmer prochainement où j'ai acheté. Dans ma ville, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent ce cas de figure. Tu as des maisons qui ont été conçues dès le départ en plusieurs appartes. Parce qu'en fait, les gens, c'était du secondaire. Donc, ils se sont dit, on se fait un appart en bas pour nous. On se fait celui du dessus pour le louer. Ou inversement. Ou on se fait un appart en bas pour nous et celui du dessus pour les enfants. Ou les petits-enfants, ou les grands-parents. T'as toujours cette histoire un peu de... Et en fait, ils ont conçu l'immeuble dès le départ comme 2 appartes. Donc toi, t'arrives, il y a 2 cuisines, il y a 2 appartes, sauf qu'il n'y a qu'un compteur. Bon, tu dis, ok, c'est pas très difficile à mettre en œuvre, en fait. Donc toi, tu viens restaurer une situation existante. Ça fait plus de 10 ans que ça a été conçu, parce que ça a été construit dans les années 50. Globalement, il y a beaucoup de constructions. Moi, ma ville, elle a 100 ans. Donc en fait, les constructions, elles ont au maximum 100 ans. Et il y a beaucoup de choses qui sont construites dans les années 50. Et dès le départ, comme ça. Donc en fait, après, tu te dis, mais attends, alors, du coup, si je fais une division, je crée des lots, est-ce que j'ai un problème de place de parking? Donc là, c'est le truc un peu chiant quand tu fais du marchand. Ouais. Et puis, en fait, c'est aussi grâce à Laurence, qui nous a bien formés dans le cercle, qui m'a expliqué qu'il y avait une prescription administrative quand tu venais rétablir une situation juridique qui était mauvaise, mais qu'elle avait plus de 10 ans, et notamment pour ces problèmes de place de parking, tu n'y es pas soumis. Donc moi, je me suis dit, il faut que je trouve des biens où il y a déjà plusieurs appartes, qui sont officieux, qu'il faudrait que moi, je remette en vente officiellement en divisant, et en n'ayant pas cette contrainte de place de parking. Alors, cela étant, je mets un bémol sur cette contrainte de place de parking. Si j'ai pas de parking, c'est quand même un point noir dans ma commercialisation. Parce que c'est une ville où il n'y a pas de place l'été, quoi, du coup. Non, exactement. Et si tu as une maison en 2e ou 3e ligne et que tu n'as pas de place de parking, tes gens, tes acquéreurs, ils vont pas pouvoir se garer. Et du coup, c'est quand même un point négatif dans ta commercialisation. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc comme il y a pas mal de biens comme ça, j'essaye de trouver des biens comme ça que je peux diviser et remettre sur le marché. Alors, parfois, il faut quand même faire de l'embellissement. Parfois, il y a un peu de... J'ai déjà fait du homestaging. Ça m'est déjà arrivé aussi de créer des pièces supplémentaires parce que de passer d'un T2 ou un T3 sur une dernière opération, là. J'étais trop confiant et tu vois, je suis parti un peu bille en tête sur mon idée, ma division, mes 2 apparts et tout. Le premier s'est vendu en une visite. Donc, c'était super. En plus, c'était le moins beau. Et le deuxième, qui était nickel... je me suis dit, ça va rouler, quoi. Et en fait, je l'ai mis à un prix qui était assez haut, mais j'étais confiant. Parce que j'avais tout. J'avais l'extérieur, j'avais le parking, j'avais un très grand séjour, j'étais à 200 mètres de la plage, j'avais pas de défaut. Tu vois, j'avais pas de défaut. A priori, j'avais pas de défaut. Et j'ai fait 2 erreurs sur cette opération, même si rétrospectivement, ça s'avère être une opération qui va plutôt tourner correctement, mais pas aussi bien que ce que je l'avais espéré. J'ai fait 2 erreurs. La première, c'est que j'ai voulu vendre et louer le bien en même temps. C'est-à-dire que j'ai voulu profiter de la période estivale en me disant, attends, sur Airbnb, ça va cartonner. Donc, je l'ai mis sur Airbnb. Et effectivement, ça a hyper bien marché. Sauf que... Ça t'empêche de faire la visite? Exactement. J'ai eu le cas. Et en fait, j'en ai discuté avec un agent après, il m'a dit, en fait, tu génères de la frustration plus qu'autre chose. Ils peuvent pas visiter. Ils veulent visiter, ils veulent acheter peut-être maintenant, et ils peuvent pas. Les empêches, Et du coup, alors, première erreur, donc tu génères de la frustration. Deuxième erreur, ton bien, il va être affiché plus longtemps. Puisque comme ils peuvent pas visiter, du coup, tu vas pas avancer dans ta commercialisation. Et troisième erreur, et là, c'est mon erreur, je pense, j'ai été un peu trop confiant sur le prix de sortie initial. On avait dépassé le seuil des 250 000 € net vendeur.
Et donc, on était à 260. Je crois que j'avais démarré à 265 FAI, l'appartement. C'était un T2. Donc, c'était un très grand T2. En fait, c'était un grand T2. Un immense T2. Et t'étais sur des prix très très hauts pour des T2 et... J'étais sur des prix très hauts pour les T2, mais parce que je considérais que j'avais des caractéristiques qui étaient assez exceptionnelles, ce qui est vrai. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des T2 dans ma ville, ils font plutôt 40 mètres carrés. Et t'avais 55 mètres carrés. Plus cour à l'arrière, privative, plus place de stationnement devant, plus j'avais un poêle à bois. Enfin, j'avais des trucs sympas dans l'appart, si tu veux. Mais en fait... psychologiquement, j'étais sur des prix de T3. Okay. Et j'étais en T2. Et en fait, on a fait une réunion Côte-Picarde avec les autres membres du cercle. Et tous les membres sont venus visiter mon OP. Et ils m'ont tous dit, putain, mais il est chouette ton appart et tout, mais pourquoi il se vend pas et tout. Non, je leur explique. Et ils me disent, mais fais un T3. T'as la place, mais fais un T3. Okay. Et je leur ai dit, bah ouais, mais du coup, je vais couper le... Ouais, mais... Ok, bon, je réfléchis au truc. J'en parle avec mon électricien, qui est un ami aussi, Émile, je te salue si tu regardes cette vidéo, qui fait beaucoup de locatifs sur la ville, parce que les artisans chez moi font du locatif, ils ont pris le filon. Ils ont compris. Ah ouais, ils ont compris, ils font de la LCD, ça marche bien, ils font beaucoup de Airbnb et tout. Et lui me dit, parce que lui il a un vrai retour sur le marché aussi, pareil. Sur le marché, il me dit, tu sais ici, les gens, ce qui les intéresse, c'est pas la taille du séjour, c'est le nombre de couchages. C'est ça qui importe. Donc, ils en ont rien à foutre de perdre 10 mètres carrés dans le séjour. Par contre, une chambre en plus, ça va vraiment les intéresser. Et puis, j'ai dit, bon, bah, ok, je vais pas m'accrocher. Donc, j'ai fait... je rajoute une cloison. Je rajoute une cloison, j'ai fait une verrière, porte verrière, on a rajouté une cloison, j'ai bossé avec un plaquiste, on a fait tout ça. J'ai remis en vente, j'ai baissé mon prix quand même. Du coup, je suis passé sous la barre des 250 FAI. Donc, au lieu d'être le plus cher des T2, t'étais le moins cher des T3 ? Je suis devenu très attractif, en fait. Ouais, je suis devenu un produit attractif. Et c'est parti. Et c'est parti très vite, ouais. Très, très vite. Et cool. Donc, mais c'est bien parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que tu sais jamais où tu vas atterrir. Ah ben, sauf si t'as préco et que t'es sûr, mais c'est le marché, en fait. Mais tant que t'as pas fait la pré-commercialisation ou la commercialisation, en fait, tu sais pas où t'as une certaine incertitude, t'as une tendance, etc. Exactement. Mais peut-être que tu te plantes. Tout à fait. Pas complètement, hein, c'est pour ça qu'on prend des marges de sécurité, etc. Mais peut-être que t'es à côté du marché. Ouais. Et sachant que tu parles de préco, nous, c'est compliqué d'obtenir cette condition parce qu'en fait, j'ai pas encore eu le cas de figure où j'ai acheté un immeuble de 5, 6, 7, 8 lots, par exemple, où forcément le vendeur va entendre la préco parce qu'il sait très bien que sinon l'opération elle est risquée et que du coup la banque pourra pas te suivre. Et moi j'ai plutôt fait des divisions sur 2 voire 3 lots. Ouais. Et en fait le vendeur il s'en fout un peu. Pour lui c'est une maison, il y a 2 apparts dedans ou 3, mais pour lui c'est t'achètes, tu te débrouilles quoi. Il veut bien le financement, mais ta préco tu te débrouilles. Démerde-toi pour voilà, débrouille-toi. Donc en fait j'ai pas encore eu les conditions de préco. J'ai essayé d'aller sur des immeubles un peu plus gros, de faire de la préco. Mais en fait, le problème, c'est pas forcément la préco, c'est que le prix est toujours un peu élevé, donc il faut toujours un peu casser le prix. D'accord. Là, on a voulu se positionner sur une opération en vire, chose à laquelle j'aurais jamais pensé faire, mais grâce au cercle... Donc vire, vente d'immeubles à rénover, donc une sorte de VFA dans l'ancien. Exactement. Si on devait le simplifier. Et là, on avait trouvé un bien qui s'y prêtait assez bien avec mon associé David, sauf qu'il a fallu casser le prix en 2. Okay. Et en fait, c'était pas la préco qui posait problème, c'était parce que de toute façon dans une vire, t'as forcément de la préco. Ouais. C'était vraiment le fait de péter le prix. Et en fait, le notaire qui nous a présenté l'opération a refusé de présenter notre offre parce qu'il nous a dit elle est inconvenante parce qu'on avait divisé le prix par 2. Parce qu'en fait, c'est lui qui avait estimé. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour pas se défausser. Je comprends. Ouais, alors moi j'ai moins bien compris. J'ai dit attendez. Bah là, si j'étais notaire, je dirais putain merde. Si je me suis planté comme ça, et en fait, sur les évaluations, tu leur dis mais comment vous avez fait votre prix? Alors eux ils te disent bah c'est simple. Le prix au mètre carré fois le nombre de mètres carrés, j'ai mis une petite décote. Le prix au mètre carré fois le nombre de mètres carrés, le nombre d'apparts qu'on peut sortir, achat, donc produit, charge, enfin. Tu leur dis mais attendez, il y a tout ça que vous avez oublié quoi. Il y a les frais financiers. Il y a les frais de commercialisation. En fait, oui, il a déjà prévalorisé le prix à la découpe d'un immeuble sur lequel il a rien fait, quoi. Ça arrive souvent. Eh ben, donc tu leur dis, en fait, votre chiffrage, il est pas bon. Enfin, il est pas bon. Non, mais par A plus B, t'as beau leur expliquer, des fois, c'est un peu tard. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, il y a plusieurs autres professionnels, ou en tout cas des gens qui peuvent faire des opérations de marchand, qui ont visité l'immeuble, et en fait, on est tous pareil. On est à peu près tous au même niveau de travaux et au même niveau de chiffre d'affaires. Et donc,
forcément au même niveau d'acquisition. Bah, c'est obligé. sinon, il y a C'est pas de marge, mathématique. donc, C'est mathématique. À un moment donné, c'est des chiffres et des maths avec des bilans et des tableaux Excel. Exactement. On fait tous pareil. Ok. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de diviser des gros immeubles, même si j'aimerais bien le faire. On vit Ouais, c'est dans ce qui arrive alors, dans Ouais. le futur pipe de ce que tu regardes. Tu regardes des choses un petit peu différentes du coup. Je regarde un petit peu, surtout avec mon associé, parce que du coup, on se permet... Alors, du coup, moi, j'ai un associé, David, qui opère dans une commune de la baie de Somme aussi, qui est plus au sud, qui est aussi touristique, qui est même un peu plus cotée que ma ville à moi, et qui est assez différente. Mais du coup, on connaît bien ce marché, on Ok. apprécie, et donc on fait des opérations ensemble, soit sur nos villes respectives, D'accord. si on a besoin d'être à deux, ou si on a envie d'être à deux aussi, soit sur les communes entre nous deux. Compris. Donc là, on est en train de clôturer, non, on n'a pas clôturé, on avance dans une opération de division revente à la découpe d'un immeuble qu'on a mis en copro, un immeuble de 3 lots, et on a du mal à vendre le commerce. Parce que le commerce en ce moment, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est pas évident, je suis d'accord. Même si la ville est super, pareil, touristique, attractive, connue dans la baie de Somme. Enfin bref, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, on regarde d'autres villes un peu sur Ok. notre secteur. Ouais, donc chacun en fait a sa ville et connaît bien son marché. Vous interdisez pas de faire des opérations tout seul et des opérations à deux aussi, quoi. Exactement. Sachant que l'objectif, c'est quand même qu'on monte en compétences à deux, puisqu'on a créé une boîte pérenne. Donc c'est pas juste... L'objectif c'est ça. L'objectif c'est de la garder. C'est pas juste de faire un Non. coup comme ça et voilà. On a C'est d'enchaîner comme ça. Ouais, Et vous êtes rencontrés dans le cercle. Et ben en fait, c'est Ou vous marrant. vous connaissiez avant. En fait, c'est trop marrant. Avant de rentrer dans le cercle, comme je t'ai dit, je m'étais intéressé sur les réseaux au métier du marchand de biens, et donc il y avait 2 personnes qui se démarquaient. Enfin, il y en avait 3. Il y avait Yann Darwin, avec l'Académie des investisseurs rentables, il y avait un module marchand. Dans le module marchand, il y avait Sébastien, en fait, qui ensuite a créé le cercle. Et puis, il y a un type qui fait des formations, et d'ailleurs qui est très respectable, je trouve, qui s'appelle Yoni, le marchand de biens. Et donc, en fait, je suis tombé rapidement sur les vidéos de Yoni, j'ai regardé les vidéos de Yoni, je me suis dit, putain, le mec est sérieux, ça a l'air sérieux quand même ce qu'il dit et tout. Contrairement à beaucoup de choses que tu peux trouver aujourd'hui... On trouve de tout. Voilà, on on va trouve pas de en tout. revenir là-dessus. Voilà, mais bon, voilà, on ok, trouve de très tout. bien. Mais du coup, à l'époque, j'avais regardé les vidéos d'Yoni, je me disais, ouais, c'est intéressant, il a l'air de vulgariser quand même plutôt bien le truc. Et puis, il vendait sa formation à distance ou en présentiel, et elle était éligible au CPF. Et moi, j'avais du CPF, donc je me suis dit, bah, avant de rentrer dans le cercle, tu peux quand même déjà te faire la formation de Yoni, comme ça, tu verras, tu pourras suivre les modules et tout. Et donc, j'ai acheté la formation de Yoni, que j'ai suivie à distance. Et en fait, comme dans plein de formations ou plein de groupes comme ça, bah, tu as accès à un groupe privé Facebook, et puis tu as les membres. Et puis un jour, Yoni, qui fait des vidéos aussi de retour d'opération, il fait une vidéo, et on le voit, il dit bah, aujourd'hui, on est sur une commune de la Côte-Picarde, on va filmer l'opération de David, donc on y va. Et donc on voit une super OP. D'ailleurs, la vidéo, c'était une opération avec une marche crapuleuse. Ça m'avait toujours fait marrer. On a tourné une vidéo avec David aussi où il en faisait une autre marche crapuleuse. Voilà. Qui a tendance à faire des marches très crapuleuses. Ah, il est fort, David. Et donc je regarde la vidéo, tu reconnais le coin. Mais je dis mais oui, mais c'est là-bas. Mais c'est là. Ouais, c'est là. Je dis mais forcément, c'est à côté de chez moi. Et donc, bah, ni une ni deux, je reprends le groupe Facebook de Yoni le marchand de biens et je regarde les membres. Je trouve David. Je lui envoie un messenger. J'avais pas son numéro. Mais merci Facebook pour ça. Et c'est vous pas avez mal. connecté comme ça. Et je lui dis, bah écoute, t'es là, moi je suis là, on est à côté, t'es marchand, moi aussi, ça te dirait qu'on prenne un café. Et on a pris un café, il m'a invité chez lui. Et puis je lui dis, bah écoute, je vais rentrer dans le cercle. Il me dit, ah bah putain, c'est marrant parce que, genre, je me suis abonné à Sébastien il y a 3 semaines. Et donc je suis arrivé dans le cercle. Donc lui, il a suivi mes premiers pas. On se téléphonait, on se donnait des nouvelles un peu. Et puis au bout de 3 mois, il m'a dit, ouais, t'en es content, etc. Et je lui ai dit, écoute, franchement, oui, j'en suis content. Et il m'a dit, bon, bah, je vais rentrer. Et puis donc, en fait, je l'ai coopté. Ok, parfait. J'ai coopté, il est rentré, et puis voilà. Et puis avec la force des choses, maintenant, on fait des on commence à faire des opérations ensemble. Cool. Et puis bah, du coup, c'est mieux d'être ensemble qu'en concurrence. Même si lui, à la base, il démarchait pas ma ville et moi, j'aurais pas démarché la sienne. Aujourd'hui, ça nous ouvre des perspectives, en fait. Comment ça se passe, d'ailleurs, quand il y a 2 marchands qui sont dans les mêmes secteurs? Vous vous entraidez, au contraire, vous faites gaffe? En fait, c'est marrant parce que du coup, on vous êtes est plusieurs vraiment dans le secteur. Alors, c'est pas exactement les mêmes villes, mais c'est pas loin. Ouais, on n'est pas loin. En fait, oui, parce qu'en fait, maintenant, il y en a quand même plusieurs. Je dirais qu'on a un peu tous nos endroits de prédilection. Donc moi, j'opère vraiment sur ma ville. Et j'essaie vraiment
voir tout ce qui sort sur ma ville, d'essayer de trouver toutes les opportunités et d'être à l'affût d'une bonne opportunité sur ma ville. Et je dirais les 2 autres villes d'à côté, donc les 2 autres stations balnéaires qui sont plus au sud, je m'y intéresse de très près. David, il fait comme moi, il s'intéresse de très près à sa ville. Moi, je m'intéresse pas à la sienne parce que c'est son marché. Par contre, s'il me dit, il y a un truc qui sort là, c'est très gros, faut qu'on y aille à 2, bah, je lui dis, vas-y, go, on y va. Et moi, je te fais confiance sur ton analyse. Après, j'aurai mon œil. Parce que, en fait, du coup, tu viens compléter la faiblesse de l'autre ou le risque, tu viens le diluer, quoi. Et comme moi, il regarde les 2 autres villes qui sont au-dessus. Donc, en fait, on a tous les deux une vue sur les 2 villes au milieu. Mais on sait que si on doit aller faire un truc, alors soit c'est un petit truc, puis chacun va le faire de notre côté, et en fait on s'en fout, on va être content pour le copain. Soit on va le faire à 2 parce que du coup c'est plus intéressant de le faire à 2. Et puis alors après on commence à regarder un peu plus loin, là on commence à avoir un défocus peut-être, enfin sur des villes un peu plus différentes, du coup qui sont plus des villes balnéaires. Du coup c'est très très compliqué parce que s'adapter au marché et retrouver le persona, etc. C'est plus le même persona, c'est de l'investisseur locatif, c'est de l'immeuble de rapport. Donc là on aimerait bien se mettre là-dessus parce qu'il y a une ville à côté de chez nous où il y a beaucoup d'investisseurs locatifs sur des immeubles de rapport. Donc il y a des gens qui seraient prêts à acheter des immeubles. Il faudrait juste qu'on arrive à leur vendre ces immeubles, à se mettre dedans, parce qu'en fait, on peut pas faire de revente division à la découpe. Enfin, mise en copro et revente à la découpe de ces immeubles n'aurait pas vraiment de fort intérêt sur cette ville, parce qu'en fait, dans cette ville, les gros acteurs sont des investisseurs qui achètent en monopropriété. Ils veulent de l'immeuble en bloc. Ils veulent l'immeuble en bloc. D'accord. Sachant que cette ville a aussi une très grosse taxe foncière, donc c'est aussi un point négatif. Et donc il y a pas mal de choses à adapter. Ouais. Mais on essaye, je dirais que tu vois, moi, donc là avec David, on a créé notre boîte qui s'appelle DEC. On a créé notre site internet qui s'appelle dec.imo, DECK, donc DEC c'est de la haie et CK c'est Franck, donc c'est la conjonction de nos 2 noms de famille. On a une approche très volontairement B2C. Donc quand tu vas sur notre site, ça ressemble beaucoup à un site d'agence IMO. Okay. C'est des annonces de biens en vente. On explique quand même qu'on est des professionnels de l'immobilier et des marchands et qu'on peut acheter le bien des personnes en question. On peut aller visiter leur bien, leur transmettre une offre rapidement et que si jamais le bien ne nous intéresse pas parce qu'il ne correspond pas à nos critères d'investissement, on peut les mettre en relation avec des professionnels de notre secteur, donc plutôt des agents. Donc là, on essaie de développer un peu cet outil-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cet outil, c'est notre outil à nous deux. C'est-à-dire que c'est notre boîte à nous, mais on a chacun nos boîtes de marchands respectives. Et en fait, moi, quand j'ai un bien à vendre, je le mets sur le site, même si c'est mon bien. Ouais, sûr, et David, il fait pareil avec le sien. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est nourrir un peu tout ça, si tu veux. Montrer un peu plus de crédibilité, de légitimité par rapport à ça, quoi. Exactement. Cool. Exactement. Donc, en fait, opération de division, mise en copro, revente à la découpe, et les flips. Moi, j'avoue, j'aime bien les flips. On en parlait, donc c'est ça, hein, depuis tout à l'heure, ce qu'on parle, c'est que du coup, tu revends, entre guillemets, des fois sans rien faire, juste en trouvant le bon acquéreur. Et toi, tu as été fort sur le sourcing de cette opération, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que... Et en fait, quand je fais le ratio sur c'est quoi tes opérations, je pense que j'ai la moitié des divisions et la moitié des flips. Donc division et flip. Ouais, okay. Dans les sur les 10, tu as 5 et 5. Quoi. Alors attention, parce que je mets des bémols, parce qu'on parle souvent de flip parfait. Flip parfait, c'est flip parfait, j'achète à 10h, je revends à 11h. Ouais, moi j'ai jamais fait ça. T'es nul. Voilà. J'admire ceux qui y arrivent. Non, mais tu portes un petit peu, mais tu revends en l'état. Quoi. Voilà, exactement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai souvent réglé les problèmes en amont, c'est-à-dire que j'ai des devis artisans, j'ai des plans d'aménagement. Oui, c'est pas je fais rien, c'est je prépare le dossier pour mon client, mais comme on l'a toujours dit. Alors si, il y a une OP où j'ai rien fait, vraiment j'ai rien fait. T'as tellement fait un coup de fusil que c'était... Parce que le bien était hyper sexy. C'était bucolique, c'était un petit chalet dans la Pinède, dans une ville juste à côté de chez moi. Il y a une très belle Pinède. Donc il y avait un petit chalet en bois avec un petit terrain avec des pins centenaires dans un quartier très recherché. Et en fait, j'ai vu un panneau de vente d'un notaire qui est pas du coin. Alors déjà, je me suis dit bon, faut appeler. J'ai appelé. Et le dit me dit c'est à vendre à temps. Oh, je dis je veux visiter tout de suite. Et j'ai visité, j'ai fait l'offre au prix et j'ai revendu avec 50 000 € de marge et techniquement, je n'ai rien fait de plus. Si j'ai appelé Nedis pour remettre un bon Linky parce qu'il y avait un vieux Linky. C'est tout ce que j'ai fait, mais c'était gratuit. Hein. Je veux dire, vous pouvez remettre un Linky gratuitement. Hein. Oui, ça arrive souvent. Et ensuite, j'ai donné à un agent qui a vendu au prix où on avait estimé. Et pourtant, la banque a refusé de me prêter sur cette opération. Justement, parce que je faisais rien. Pas assez de création de valeur pour la banque.
Et elle pensait que mon prix de sortie était Un peu pas le trop, bon. ok. Voilà, donc j'aurais dit, mais si, voilà, je leur ai montré les ventes, je leur ai même montré des avis de valeur d'agents spécialistes du secteur qui sont pas mes amis, hein, qui ont vraiment estimé à ce prix-là. Mais ils croyaient pas à la banque. Parce que la banque, Elle a eu du mal à me prêter sur cette opération. J'avais pas encore fait beaucoup d'opérations avec elle et du coup, j'avais peut-être déjà 2 prêts sous en cours et peut-être ça faisait trop. Et en fait, j'ai réussi à lever là grâce au cercle. C'était ça aussi qui était super, c'est que je suis allé au Worksday. On était à Méribel. Les Worksday, c'est les événements présentiels où Ouais. on se voit tous et on fait la... On fait la bringue, on parle de Ouais, et marchand. puis on fait de la C'est montée des en affaires compétences aussi, aussi, des ouais. formations, et puis c'est du réseau. En fait, on discute avec les autres, et puis t'avais besoin de thunes. Et je savais que Valérie avait de la thune. À ce moment-là, elle voulait investir. En fait, Valérie, elle avait des fonds, elle avait pas dopé. Et elle me dit, bah, elle m'avait déjà dit, je l'avais vu. J'ai du cash à investir. Ouais. Bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a plein, en fait. Exactement. Et je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir un refus bancaire. En plus, on a eu le refus bancaire, on était en voiture avec David, Louis et Fabien, qui fait plus partie du cercle maintenant. On était en voiture, on partait à Méribel. Le banquier m'appelle dans la voiture. Pas de prêt. Oh putain, j'ai explosé. J'étais là, putain, mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Bref. Et en fait, bon, c'est pas grave, je me suis dit, bah, je vais trouver une autre solution. J'ai vu Valérie, je lui ai présenté le projet. Et puis là, après, on est venu te voir. Parce que du coup, on savait pas comment le monter juridiquement. Et c'est là où tu nous as dit, bah, faites une SEP, tu peux faire une levée de fonds obligataire, tu peux faire une reconnaissance de dette, ou tu peux faire une SEP. Tu nous as présenté les trois options. Puis on a regardé avec Valérie, on a discuté, puis on a dit, bon, ouais, écoute, la SEP, On c'est pas mal, quoi. Ok. Et on a fait l'OP. Ça s'est fait, du coup, prêt entre marchands. Et tu l'as refait Exactement. depuis plusieurs fois. Ouais, j'en ai refait. Alors, je l'ai fait moi-même en tant que prêteur. Donc toi, t'as prêté sur des opérations de membres. J'ai prêté, ouais. Alors... Tu m'as pas prêté d'ailleurs. Si, je t'ai prêté. Pardon, excuse-moi. Je t'ai prêté sur Merci, l'opération à Toulon. Je t'ai prêté. En fait, ça se fait tellement naturellement et facilement. En fait, j'ai trouvé que ouais. c'était un mécanisme génial parce que des fois, tu te dis, t'as un peu de trésorerie. Alors, est-ce que je la garde pour mes apports sur mes opérations? Oui, toujours, il en faut un peu, c'est sûr. Ou est-ce que j'en investis une partie? Est-ce que je fais des comptes à terme? De 3%, bon, c'est quand même pas la joie. Et puis là, dans le cercle, en ce moment, il y a beaucoup d'opérations qui se montent avec des membres, et puis des membres qui ont besoin d'apports parce qu'ils ont déjà des fonds qui sont mobilisés sur d'autres opérations. Et donc, en fait, j'ai été à la fois prêteur et emprunteur. Et en fait, j'en parlais avec ma femme l'autre jour, j'ai dit, mais en fait, je préfère être prêteur et emprunteur que de ne rien faire. Parce que même si je vais donner 8 000 € d'intérêt ici, je vais en récupérer 8 000 de là. Et j'ai préféré faire tourner mon argent au sein du cercle. Comme ça, tout le monde en aura profité. Moi-même, en tant que prêteur, le jour où je vais avoir besoin, on va me rendre appareil. Plutôt que d'avoir laissé cet argent sur le compte courant de la boîte, ouais, c'est ça. en attendant une autre OP qui peut-être ne viendra pas ou va se décaler dans le temps, etc. Puis ça crée des relations avec les gens, en fait. Tu prêtes à des gens, ils te reprêtent sur des opérations, on fait des deals ensemble, les deals, elles sont quand même relativement sécurisées sur les opérations qu'on fait, Oui. Passage dans les clubs deals, passage dans les coachings, Ouais. on connaît les opérateurs. On connaît les opérateurs. Je pense que voilà. ça joue quand même là-dessus. Ouais, exactement. Et- Ouais, on sait les personnes avec qui on va s'associer, donc... Ouais, donc t'as jamais eu de problème de financement, du coup. Pour l'instant, j'ai eu ce refus bancaire Oui, que mais j'ai reçu, essuyé mais une fois. t'as... En fait, Mais j'ai avoir eu- un problème de financement, Ouais. c'est ne pas faire une OP Non. parce que t'as pas d'argent. Non, j'ai toujours réussi à lever l'argent quand Ah ouais. j'avais besoin de le faire. Et puis surtout, après, j'ai dit à la banque, regardez. Donc je leur ai envoyé le Je l'ai bilan. fait, je l'ai fait. Voilà. L'acte de vente, je l'ai pas Voilà, trafiqué. voilà, exactement. Et puis du coup, ils ont pris confiance. Et puis maintenant, ils nous prêtent plus facilement. Et en fait, ce qui a aussi pas mal aidé, c'est que David, alors pour le coup, ça c'était une vraie coïncidence, était aussi suivi par cette banque. Ah oui, donc vous aviez la même On banque. a le même chargé d'affaires D'accord. immobilier. Alors lui, il est au niveau régional, donc il est à Lille. Mais en fait, on a le même banquier marchand. Ok. Et, Ouais, donc et quand ça- on a ça- fait notre boîte en commun, Ça bah, du coup- démultiplie le track record que vous avez chacun de votre côté, donc Exactement. les historiques d'opérations, donc ça c'est cool. Ouais. Ok. Du coup, ça nous a aidé à pérenniser le partenariat bancaire, je dirais, qui n'est pas la Caixa, même si il y a beaucoup Ça marche de aussi, gens hein, qui- mais il y a d'autres banques Voilà. qui marchent, hein. Il y a plein Voilà. de banques qui financent. Ouais, ouais, hein. exactement. Vous êtes chez qui du coup? On est chez Banque Populaire. Banque Populaire Ouais, Finance, hein, ouais. dans les différentes caisses, ça dépend un peu les profils, Exactement. parce que c'est régional, hein, les Ouais, banques c'est populaires, régional. donc elles ont quand même des consignes un petit peu différentes des fois sur les montants d'encours, les montants d'investissement, caisse d'épargne, crédit agricole, crédit Exactement. mutuel, enfin Société Générale, il y en a, tout le monde a Ouais, ouais. des financements dans tous les secteurs, on a des membres qui se financent, hein, donc ouais. Pas que la Caixa, pas que les banques portugaises. Ouais, même si la Caixa effectivement est connue pour accompagner les néo-marchands. Tout à fait, tout à parce fait. parce que moi, pour le coup, j'ai quand même au départ, j'ai fait mes premières OP sur fonds. Je crois que mes 2 premières, je les ai fait sur fonds propres, Ok. parce que j'avais un peu de cash de côté du coup, et c'était des petits prix. Et bah tu vois, typiquement ma première OP,
le flip là où je... Ouais. dont on a parlé tout à l'heure. J'avais acheté 80, j'ai revendu 130. Ok. Du coup, 50 de marge, ouais. c'est bien. Donc les 80, tu les avais. Je les avais et ensuite avec les 130, j'ai racheté un studio à 100. Donc pareil, j'ai vraiment fait deux opérations très rapidement sur fonds propres. Mais j'avais Pôle emploi à l'époque. Donc je savais que je pouvais me défaire de ce cash parce que j'avais encore... Ouais, voilà. t'en avais pas besoin pour vivre. Non, exactement. Continue. Et du coup, c'était cool. Et ça m'a aussi permis de montrer patte blanche à la banque après. Ok. Parce que je sais les opérations quand même... directes. Les premières, c'est peut-être un peu compliqué. C'est difficile quand même, faut pas se mentir. Et puis surtout que je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'opérateurs qu'il y a 5 ans. Et donc... J'ai un doute. Ah ouais? Enfin, si, il y en a plus qu'il y a 5 ans, mais il y en a peut-être moins qu'en 2024 ou en 2023. Ah oui, je me dis que là, il y en a qui sont oui. un peu... Oui. c'est un peu compliqué pour certains. Oui, oui, parce que... La crise est passée par là. Oui, la crise est passée par là, puis je pense qu'il y a aussi un effet de mode qui fait que les gens ont pu se dire peut-être je vais faire du marchand tout en gardant mon CDI, tout en continuant à faire ce que je fais à côté. C'est quand même difficile parce qu'on va pas se mentir, c'est pas un métier d'investissement. C'est un métier. C'est un métier, voilà. C'est pas de l'investissement locatif. Je veux dire, faire de la colocation, je l'ai fait, tu l'as fait, je pense aussi. Faire alors de la LCD, ça commence déjà à être un métier. C'est prenant, Ouais. c'est plus prenant. Oui. Ou faire de l'investissement locatif longue durée ou Papa, maman. Voilà, c'est pas difficile. Je veux dire, on prospecte. Ça se fait le soir et le week-end. Voilà. Moi, je dis ça se fait le soir et le week-end. Exactement. Le marchand, ça se fait la journée et la semaine. Ouais, et puis le risque, il est là. C'est pas le même, c'est pas le même. Il est clair. là, il est tout de suite. C'est le capital qu'il faut rembourser tout de suite dans les 24 mois. C'est les intérêts qui courent tous les mois qui sont quand même assez conséquents. C'est important. Ouais. Sur des biens généralement qu'on loue pas. Donc c'est de la trésor qu'on sort tous les mois. Donc c'est un vrai métier d'entrepreneur en fait, avec gestion du risque, gestion de la trésorerie, gestion des encours, gestion des problématiques financières, juridiques, techniques, opérationnelles. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est c'est très large, c'est très vaste comme. C'est pas une journée qui se ressemble. en fait, ça quoi. c'est clair, ça c'est clair. Par contre, c'est un peu solitaire comme métier. C'est un peu solitaire. Ouais. C'est pour ça qu'on est les copains du cercle. Ouais, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des associés. Bah oui, c'est sûr. Et de pouvoir faire des opés ensemble et parce d'échanger que aussi. moi je dis toujours, le notaire, les agents IMO, tes partenaires bancaires, tes partenaires travaux, etc. C'est des partenaires. C'est pas tes associés, c'est pas des gens qui comprennent ton métier, qui ont pas ils ont jamais 100% de la vision du métier. Ils n'ont pas le 360 du métier. C'est marrant parce qu'ils ont qu'un pan d'activité. Exactement. C'est marrant parce que je crois que c'est Seb qui avait eu cette formule. Il a souvent des formules choc. Il avait dit un jour on était en coaching, donc c'était les premiers. À l'époque, il faisait encore les coachings. Et je sais plus, quelqu'un présente l'OP et puis il dit ouais, l'avocat m'a dit ça. Et puis Seb dit non mais attends, l'avocat il est pas entrepreneur. Si l'avocat il était entrepreneur, il serait à la place, il ferait le marchand. L'avocat, il est là en mode gestion d'un risque. C'est à toi de prendre ta décision. Et effectivement, c'est quand même un métier où on prend des décisions qui peuvent être parfois radicales. Alors on peut être soutenu, accompagné, conforté dans ce qu'on va prendre comme décision. Sur des risques, sur des décisions de prix. Je vais vendre à tel prix et je convainc là-dessus. Moi, j'avais un cas avec un agent immobilier qui me dit mais jamais tu vendras à ce prix-là. Je t'ai dit que c'est ce prix-là, moi, je lui ai dit. Et c'est la marge, voilà. C'est ça. Et ça s'est fait comme ça. Mais tu peux prendre la décision inverse et l'écouter. Mais les conseillers sont pas les payeurs. Exactement. Les conseillers sont pas les payeurs. Et je pense que les avocats, les urbanistes, les banquiers sont là. Toutes les personnes qui te sillonnent autour. Les notaires sont là pour nous accompagner, mais ils prennent pas les décisions à notre place. Et, très clair. Et d'ailleurs, s'ils avaient le mindset et l'ADN de ça, ils auraient pas choisi un métier qui est un métier de conseil. Parce que dans le métier de conseil, on prend moins de risques. Forcément, on met des disclaimers un peu partout, on explique les différentes solutions. Et moi, je l'ai bien vu quand j'ai travaillé avec les avocats. C'est un beau métier, mais c'est pas un métier où la prise de risque est énorme, quoi qu'il en soit. Claire. Si on revient juste 2 secondes sur les chiffres, tu aimais les partager un peu. Quand t'es rentré, toi, tu t'es lancé avec combien de côtés à peu près? Et ma première, en fait, moi, j'ai injecté 80 000 dans ma première OP. Ok. Voilà. Donc, pour te lancer, t'avais ça, c'était full? T'as mis tout ce que t'avais? Non, j'en avais un peu plus de côté, mais en fait, je me disais, si tu veux te lancer, idéalement, faut que t'aies 100. Ok. Si t'as 200, c'est génial. Mais j'étais convaincu qu'à moins de 100, c'était compliqué. Parce que des fois, je vois des gens, ils ont 25-30, ils veulent faire du marchand, je leur dis... c'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, ça semble compliqué et en même temps, on en a qui ont réussi avec ça. Exactement. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Mais si tu lâches ton boulot,
Ouais, si c'est t'es ça, pas c'est ça. accompagné, si t'as pas ta compagne qui bosse aussi à côté, enfin tu vois, je veux dire, Et il y a un environnement Il aussi, faut, il y a d'autres éléments de contexte, ok. Donc globalement, quelque chose comme 100 000, voilà. ça te semble Voilà. cohérent. Oui, ça me semble cohérent pour se lancer. Après, si t'as 200, c'est mieux. Et puis si t'as plus, bon, bah, c'est Putain, génial. Mais voilà. Ok. Et en termes de marge, donc 3 ans, t'as réussi à générer à peu près combien de marge? T'as un ordre d'idée? Et Sur tes 10 j'ai fait opérations. un tableau. J'ai fait un tableau, mais je pense que du coup, la marge moyenne a dû baisser parce que sur mes dernières OP, j'ai quand même fait moins de marge que prévu. Mais j'avais fait un tableau sur mes opérations terminées. J'étais à une marge moyenne de 30%. Donc 30% de marge sur les OP et sur... ça fait quoi? Tu saurais dire en numéraire, au global ou pas? En termes de... Alors, montant de marge cumulé ou... Ouais, par exemple, pour avoir un ordre d'idée, ce que ça peut donner. Je dirais que depuis que je fais du marchand, non, je pourrais pas te donner le montant de marge exact, mais pour l'instant, sur toutes les opérations que j'ai faites, j'ai pas encore fait plus de 100 000 de marge. Ok. Tu vois, donc, j'ai pas encore atteint... Par opération. Par opération. Ouais, non, d'accord. oui, par opération, Ouais, oui, ouais. puis sinon je l'ai fait, mais je dirais que ma plus grosse marge, et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plus grosse marge que je vais faire là, seul, parce qu'après j'ai des opérations... après, quand on est en association, ouais, c'est ouais. tu prends ta cote part, Tu prends donc ta c'est pas la cote-part, même chose. pareil. Mais seul, là, je vais faire une opération où je vais clôturer à 70 000 de marge. D'accord. Et rétrospectivement, c'est cette opération où j'ai fait des erreurs. Tu vois, c'est celle où bien sûr, j'ai dû bien sûr. faire la cloison supplémentaire, j'étais parti trop haut, j'ai mis en location, machin. Ah, mais Bref. ça a marché quand même, quoi. Ça a marché quand même. Mais du coup, je suis quand même à moins de 20%. Ok. Mais bon, ça va. Donc marge moyenne sur la totalité des opérations, environ 30, c'est ça? 30%, ouais. 30% de marge. T'as commencé avec 100 000 et sur 10 opérations, une dizaine d'opérations que tu as fait ou en cours. Ouais, Donc t'as fait des marges, j'imagine, entre 30 et 70 000 là, du coup, sur ta exactement. cote-part. Ouais. J'ai Si fait on des marges. prend 40, ça fait 300, 400 000 de Ouais, marge ouais, ça doit faire à peu près ça. Je pense, je dirais à peu près 400 000 euros de marge. sur 3 ans. Sur 3 ans. Sachant que c'est plutôt en train de monter fort, non? C'est en train de monter, alors fort. Pas assez fort pour toi. Je l'entends là. En fait, je sais pas comment dire les choses. J'aimerais bien que ça soit plus fort, et en même temps, si c'est pas plus fort, c'est aussi grâce et à cause de moi. En fait, on est toujours là où on est de par soi-même. On peut pas, on peut dire le marché, le banquier, l'avocat, machin. Mais en fait, quand t'es là où t'es, c'est juste parce que c'est toi. Okay. Si tu veux aller plus haut, plus fort, plus loin, bah tu prends plus de risques. Voilà, ça peut marcher, ça peut moins marcher. Mais en tous les cas, faut se mettre en danger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis encore en construction dans mon métier. Je veux dire, je vais avoir l'humilité de dire que je suis loin d'être arrivé. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai envie de faire plus et mieux. Je veux pas non plus remplacer, je dirais, les bienfaits de ce métier qui sont quand même d'avoir du temps pour soi, pour ses enfants. Je pense que c'est un truc important pour toi, ça. Voilà, la aussi. famille, avoir du temps, plus être le 6h, 21h au boulot. Ouais, je l'ai fait beaucoup en fait. Ouais, donc, je comprends. je l'ai fait dans un premier métier où je gagnais pas bien ma vie, c'était métier de juriste. Je l'ai fait ensuite dans un métier de consultant en recrutement où j'ai bien gagné ma vie, mais c'était quand même encore du temps que j'ai changé contre de l'argent. Mais j'étais conscient de ça et j'étais OK pour ça. Aujourd'hui que j'ai 2 filles qui grandissent, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie d'aller au basket, jouer au basket avec mes potes, j'ai envie d'aller au ski, faire du snowboard avec mes potes. J'ai aussi envie de partir en week-end avec ma femme de temps en temps et de me faire plaisir. Donc j'essaie de trouver un équilibre dans tout ça. Trop cool. Donc je suis pas en quête de millions à tout prix, même si on a tous envie de devenir millionnaire en cash, hein, je parle pas en patrimoine parce que ça c'est faisable, on va dire, assez rapidement. Même si c'est un objectif, c'est voilà, d'avoir une boîte qui soit rentable. Mais à plus long terme, t'as pas de pression là-dessus. Non, c'est pas la course en au fait, plus vite. Et au mieux. En fait, alors je me suis fixé un petit objectif perso. Vas-y, prends engagement ici. Voilà, en plus, il y a du monde qui écoute. Alors, il y a du monde qui écoute. Non, je me suis fixé un objectif personnel en termes de, on va dire. En fait, ça veut tout rien dire parce qu'en fait, ta trésorerie, elle bouge tout le temps, donc c'est pas vraiment concret. Mais on le sait. Me dire, tiens, si début 2029, je démarre mon année avec 1 million d'euros de cash sur ma boîte, c'est cool. Tu vois, je serais content. 2029, 1 million de cash. Voilà. On se revoit en 2029. Ah bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Mais après, en fait, l'argent est pas vraiment la quête en soi. Ce qui compte, c'est plutôt de me dire, ma boîte progresse.
j'ai des partenaires qui me font confiance. J'aurais fait des OP récurrentes, j'aurais réussi des opérations, parce que en fait, avoir le 1 million, c'est avoir fait des opérations, plus de dossiers, plus de partenaires, peut-être des associés, etc. Exactement. Et ça va bien. Et se déployer aussi, mais on sait aussi qu'à un moment donné, faut y passer du temps. Ah. C'est-à-dire, on n'a rien sans Faut rien. que tu trouves le bon compromis. Voilà. Je veux dire, Lifestyle et business. Voilà, mais bien sûr que j'ai envie de faire plus et aussi, tu vois, tout à l'heure j'en parlais, dans cette optique un peu de réflexion, de structuration de groupe, transmission de patrimoine, etc. C'est aussi important pour pouvoir donner quelque chose à mes filles, qu'elles fassent ou pas du marchand, elles feront ce qu'elles veulent et elles sont encore petites. Mais tu vois, d'avoir un truc à transmettre, un petit patrimoine, leur permettre peut-être de vouloir faire ce qu'elles peuvent faire dans la vie, enfin d'avoir envie de faire ce qu'elles veulent dans la vie, ce serait intéressant. Et donc j'ai quand même des objectifs par rapport à ça. Mais je me mets pas une pression démesurée, mais je suis quand même un perfectionniste, c'est-à-dire que je suis jamais vraiment content de ce que je fais. C'est-à-dire que, tu vois, même là... Ça va avancer. Même là, non, mais en fait, je pense qu'on se refait pas. Tu vois, même là, au début, là, quand tu fais tes premières OP, là, que tu vends, t'es tout euphorique, t'es content. Maintenant, je me dis, bon, ok, c'est quoi la prochaine, quoi? Tu vois, il faut que je trouve une autre OP, il faut que j'avance, faut que, voilà. Je suis toujours dans l'étape d'après, quoi. C'est ce qui nous fait avancer, Exactement. Bon, on va t'aider, on va t'accompagner, puis il y a pas mal de membres qui ont déjà fait ces structurations, cette partie corporate de transmission, etc. Puis on en a déjà parlé dans le cercle, mais on accompagne aussi sur cette partie-là. Ouais. Et on a des bons avocats là-dessus qui nous aident pas mal. Des avocats, et puis parce que c'est bien aussi, encore une fois, c'est des conseilleurs, mais des payeurs, d'autres qui l'ont déjà fait. Oui, exactement. ouais, c'est vrai. Et les discussions, en fait, informelles entre nous, c'est ça qui est aussi très riche, parce que du coup, ça nous permet d'avoir des idées, de s'inspirer, etc. Et donc, ça, c'est très cool. On a fait un bon tour de tout ce qu'on devait se dire. Tu auras un mot sur la fin, sur si tu devais refaire, tu referais pareil. Te lancer en tant que marchand, c'est une décision que tu regrettes pas, t'es content? Alors, non, je regrette absolument pas de m'être lancé en tant que marchand. Je pense que c'est important de rappeler que c'est vraiment un métier à part entière et que ça comporte beaucoup de... 100% d'accord. Beaucoup de sacrifices, même si les résultats peuvent être vraiment très intéressants, comme tout métier d'entrepreneur, je veux dire. Je regrette pas de m'être lancé... Enfin, en fait, je regrette pas d'avoir... Si tu veux, j'ai un cheminement, en fait. Si je suis arrivé ici à ce moment-là, c'est que j'ai fait ce que j'avais dû faire avant et qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire que je regrette pas d'avoir été juriste parce que ça m'a amené à être consultant en recrutement. Je regrette pas d'avoir été consultant en recrutement parce que ça m'a amené vers l'immobilier, qui m'a amené à faire du locatif, qui m'a amené à faire du marchand. Donc, tout ça est lié. Par contre, je pense que rétrospectivement, j'aurais aimé que mes parents, mais ils l'ont pas fait, c'était pas la génération peut-être, et peut-être aussi que le monde a changé entre-temps, qu'on m'apprenne un peu plus la culture, l'éducation financière, parce que j'en ai pas vraiment eu. Pour nous, c'était un peu fais tes études, trouve un boulot, voilà, le schéma classique, si tu veux. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, j'étais déjà bien trentenaire. Okay. Et j'aurais bien aimé investir plus tôt, que ce soit en bourse, en ETF ou même en immobilier, tu vois. Ouais, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. En fait, je pense que si j'avais pu, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne ça ou que quelqu'un me prenne sous le coude et me dise tiens, tu veux pas investir en immobilier, c'est intéressant, tu peux générer des revenus passifs, etc. Qu'on m'explique tout ça. Et quand je m'y suis intéressé, c'est au moment où je commençais à gagner de l'argent dans mon ancien métier, parce que je me suis dit, bien, qu'est-ce que tu veux faire de cet argent que t'as mis de côté, quoi, tu vois. Ok. Elles ont quel âge, tes filles? Elles ont 8 ans et 4 ans. Bon, alors passe le bonjour, et du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire, alors? Il faut les éduquer à ça, c'est ça? T'as déjà commencé? Ouais, j'essaie ma fille, des fois, pas trop tôt quand même. Tu sais, c'est marrant parce que ma grande fille, Alma, elle a 8 ans et des fois, elle m'entend à la maison et puis elle voit maman qui est kiné, donc maman, elle va au cabinet et puis elle revient. Et puis je lui dis, papa, il faut rien, c'est ça? Je lui dis, c'est quoi entre le métier de maman et le métier de papa, tu préfères faire lequel? Alors, ma fille, elle est très indécise, elle prend pas des décisions comme ça. Alors elle réfléchit longtemps, puis elle me dit, je pense que je préfère quand même le métier de maman. Alors je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, toi, t'es tout le temps au téléphone. Et j'ai dit, ouais, en fait, et j'étais déjà tout le temps au téléphone dans mon ancien métier. Okay. En fait, tu passes ton temps à appeler des gens. On est un chef d'orchestre, faut piloter les gens. Alors tu peux aller les voir, mais souvent ça se passe par téléphone. Ouais, beaucoup. Et puis je pense que c'est très abstrait pour les enfants ce qu'on fait. Ouais, c'est assez compliqué. Moi, elle me dit, celui-là d'appartement, je l'ai déjà vu. Voilà. Papa, il vend des appartements. Ouais, voilà. Pas exactement. C'est pas toujours ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, des fois, je les emmène avec moi sur les opérations, c'est marrant, donc du coup... Moi, je les amène avec moi en égo. En égo. Ça, c'est fort, ça. Ça, du coup, tu plies la négo avec les enfants. Clac, ça peut... Ah ouais. Ah bah là, forcément, tu Inspire-toi. Ouais.
Écoute, je vais peut-être songer à m'amener ma deuxième fille en égo, ça peut être pas mal. Hein. Petite blondinette avec ses couettes. Là, c'est parce que j'avais pas le choix, mais je pense que ça a plutôt aidé la dernière fois. On verra, c'est en cours. Bon, bah cool. Très bien. Ben, merci Romain pour ce partage. Bravo. Eh ben, merci à toi Ben. Pour ce fil rouge que tu as un peu tissé là, dans ce parcours-là. Et je comprends vachement plus de trucs en plus, parce qu'on avait déjà discuté pas mal de fois, mais peut-être pas toujours aussi profondément, on va dire. Cool d'avoir le parcours, cool d'avoir ton retour sur l'activité de marchand de biens au sens large. Puis, on fera peut-être une suite plus tard. On ira revoir de tes opérations. Ouais, bah là, on peut aller en voir du coup 2. Bah, ça sortira prochainement, parce que je vais bientôt aller... dans la sur le secteur, voir un peu tes opérations. Et puis, j'espère que vous avez apprécié cette discussion entre marchands, où on a parlé un peu de tout, de marchands, pas trop de la technique, mais c'est pas forcément l'essentiel, c'est de l'entrepreneuriat, c'est des aventures, et puis c'est des discussions sur le quotidien et la réalité de ce métier, de cette activité. Ouais, la technique, je pense que si vous regardez les vidéos des membres, du coup, sur les opérations, là, on voit vraiment ce qui est fait au niveau technique. Mais là, c'était bien d'échanger en profondeur sur le pourquoi, le comment on est arrivé à tout ça, et ça m'a fait très plaisir en tout cas que tu me reçoives ici dans ce beau studio. Eh ben avec grand plaisir. Ben merci. Puis pour vous, si vous voulez avoir des infos sur Romain, vous allez sur deck.imo, c'est ça alors? Exactement, deck.imo. Et puis t'es sur des différents réseaux. Et si vous ne le trouverez pas, vous nous contactez, on vous mettra en relation avec Romain. Sur LinkedIn, Facebook, et Insta aussi. Parfait. Voilà. Parfait. À très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Abonnez-vous, likez, commentez, repartagez cette vidéo. Puis si vous voulez aussi changer de vie, partir vivre dans un lieu de vacances et en profiter, faire des opérations de marchand, ça peut marcher. Faire des opérations de marchand, ça marche partout. Dès qu'il y a un marché immobilier, de toute façon, il y a des opérations. Exactement. Voilà. C'était le mot de la fin. Salut à tout le monde. Ciao, Salut, merci Romain. Bye. Bye.